Bienvenue dans ce podcast L'Archipel français, une série de courts épisodes pour comprendre le rôle crucial que jouent les territoires d'outre-mer dans la géopolitique et l'économie de la France. Avant de plonger dans les AEE, la mondialisation, les enjeux militaires ou encore la conquête spatiale, il faut comprendre ce qu'est exactement l'archipel français. Nous sommes 4 étudiants de l'université Paris-Nanterre et nous avons le plaisir de vous présenter ce podcast. Et pour cela, nous nous appuierons sur les travaux de Fred Constant, notamment son ouvrage Géopolitique des Outre-mer, entre déclassement et revalorisation, publié en 2023. Tout d'abord, pourquoi parler d'un archipel français ? Oui, alors c'est une expression qui peut surprendre. La France n'est pas seulement hexagonale, elle est aussi archipélagique. Cette idée repose sur le fait que la France exerce sa souveraineté sur de multiples territoires dispersés sur tous les océans du globe. Ces territoires, ce sont les Outre-mer. Et ils offrent à la France une assise géographique mondiale. Ils sont des points d'appui stratégiques, militaires, économiques et diplomatiques. On parle ici de spatialisation du pouvoir, car ces territoires démultiplient l'espace national au-delà du continent européen. Mais ces Outre-mer ne sont-ils pas qu'un héritage du passé ? Non, c'est tout sauf une relique. Ces territoires permettent à la France de quadriller le globe, ils renforcent son rang international. Grâce à eux, la France est présente dans l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique, les mers australes et même en Antarctique. Ils sont des vecteurs de spatialisation du pouvoir, autrement dit, des relais de présence, d'influence, de contrôle économique, stratégique et politique. Pour bien comprendre cette notion d'archipel français, il faut sans doute commencer par un tour d'horizon des territoires concernés. On pourrait les explorer océan par océan ? Tout à fait. En procédant par océan, on voit à quel point la France a disséminé sa souveraineté aux 4 coins du globe. Cela va nous aider à comprendre les différences de statut juridique et de composition des populations. Car ces territoires ne sont pas seulement éparpillés géographiquement, ils sont aussi très hétérogènes sur les plans administratifs, historiques et humains. D'accord. Commençons alors par l'Atlantique et les Caraïbes. Ici, on retrouve des territoires bien connus. La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, mais aussi la Guyane sur le continent sud-américain et Saint-Pierre-et-Miquelon au large du Canada. Les statuts varient. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane sont des DROM, des départements-régions d'outre-mer, donc totalement intégrés à la République française. Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont quant à eux des COM, des collectivités d'outre-mer avec une autonomie plus marquée. Et du côté des populations, l'histoire pèse lourd. Aux Antilles et en Guyane, la population est en grande partie issue de la traite atlantique et de l'esclavage, avec des descendants d'Africains déportés, mais aussi une immigration indienne après l'abolition. En Guyane, on trouve aussi des populations autochtones amérindiennes, des Noirs marrons, et plus récemment, des flux migratoires venant du Suriname, d'Haïti ou du Brésil. Saint-Pierre-et-Miquelon est un cas à part. C'est un territoire de peuplement européen originel, très ancré dans une tradition maritime franco-européenne. Et si on traverse l'Afrique et qu'on jette l'ancre dans l'océan Indien ? Là, on découvre la Réunion, Mayotte ou les îles Éparses. La Réunion et Mayotte sont deux drômes, mais leurs réalités sont très différentes. Les îles Éparses, comme Bassas da India ou Europa, sont administrées directement par l'État au sein des TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Ce sont des territoires sans population permanente, essentiellement gérés à des fins environnementales ou géostratégiques. Sur le plan humain, la Réunion est une société extrêmement métissée, issue d'une histoire coloniale complexe, avec des apports africains, malgaches, indiens, chinois et européens. Mayotte, de son côté, est d'abord une île comorienne, avec une population majoritairement musulmane, aux racines swahili, une culture propre. Sa départementalisation récente et son litige de territoire avec la République des Comores en font un lieu de conflit politique intense. Et dans le Pacifique, c'est une autre galaxie, non ? Oui, c'est sans doute la zone la plus complexe et la plus politiquement sensible. On y retrouve la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, qui sont des COM, donc autonomes. La Nouvelle-Calédonie, qui a un statut spécifique depuis les accords de Nouméa, qui sont en cours de révision. Et enfin, l'île de Clipperton, totalement inhabitée et administrée directement par l'État. Ici, la question des populations autochtones est centrale. En Nouvelle-Calédonie, la présence kanak est historique et les enjeux d'autonomie
ou d'indépendance sont au cœur du débat politique. En Polynésie française, la majorité de la population est maori, autochtone aussi, même si la société est très métissée. Wallis et Futuna reste profondément enraciné dans une structure traditionnelle polynésienne avec des rois coutumiers toujours en place. Ces territoires sont aussi marqués par leur histoire coloniale, même s'ils sont en même temps des espaces de revendication culturelle forte, voire d'aspiration à plus de souveraineté. On y observe un mouvement constant entre dépendance et affirmation identitaire. Et enfin, direction le sud extrême. Oui, dans les terres australes et antarctiques françaises, ou TAF, on trouve des territoires sans population civile. Kerguelen, Crozet, Saint-Paul, Amsterdam et la Terre Adélie en Antarctique. Ce sont des zones administrées directement par l'État français, avec une vocation scientifique, environnementale et stratégique. Il n'y a pas de population permanente, juste des équipes de chercheurs ou militaires en mission temporaire. Ces territoires participent à l'étalement de la ZEE française et donc à sa puissance maritime. Ils illustrent bien la logique de puissance par l'espace, même dans des zones sans habitants. Merci pour ce tour d'horizon. Ce qu'on voit, c'est que l'archipel français est tout sauf homogène. Entre départements intégrés, collectivités autonomes, territoires spécifiques, entre peuples autochtones, descendants d'esclaves, colons européens ou migrants récents, chaque territoire a une histoire propre, une relation singulière à la France et une place particulière dans le jeu géopolitique mondial. Exactement. Et c'est cette diversité géographique, juridique, humaine qui fait de la France un archipel planétaire. On entend souvent que les Outre-mer sont stratégiques pour la France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ces territoires offrent à la France une présence sur tous les océans du globe. Grâce à eux, la France possède la deuxième zone économique exclusive mondiale. C'est énorme en termes militaires, géopolitiques, économiques et environnementaux. Ces enjeux poussent les autres puissances à posséder des outre-mer comme les États-Unis avec Guam ou les Samoa, la Chine avec les îles Parcels ou le Royaume-Uni avec les Malouines. Donc ils sont essentiels, mais en même temps, ils semblent souvent oubliés dans les décisions nationales. C'est tout le paradoxe. Ils sont au cœur de la stratégie française à l'international, mais localement, ils souffrent d'un manque de reconnaissance et d'investissement. Beaucoup d'habitants ont le sentiment d'être citoyens de seconde zone. C'est un peu comme si on valorisait leur position géographique, mais pas forcément leur population, leur culture et leur réalité. Exactement. On parle des outre-mer quand il s'agit de défendre les intérêts ou des frontières, mais on les écoute beaucoup moins quand il s'agit de santé, éducation et d'égalité des chances. En plus, ils sont vulnérables puisqu'ils sont quasi systématiquement dépendants économiquement, et souvent exposés au changement climatique et souvent exposés en tensions politiques internes. Donc finalement, ils sont à la fois au centre des enjeux globaux et mis à la marge du débat public. Oui, et c'est cette contradiction qu'il faut réussir à dépasser, si on veut vraiment construire une république qui reconnaît toutes ses composantes. Mais dis-moi, on entend souvent parler des Outre-mer en termes de crise ou de difficultés. Est-ce qu'on peut dire qu'ils vivent un déclassement ? Oui, dans une certaine mesure, il y a un sentiment fort dans beaucoup de ces territoires d'être relégués à la marge, d'être moins écoutés et moins soutenus. Fred Constant parle d'un paradoxe. Ces territoires sont à la fois marginalisés et essentiels. On les voit comme des ailleurs, alors qu'ils sont constitutifs de la France contemporaine. Les inégalités économiques et sociales y sont parfois très marquées. Mais en même temps, on voit aussi des dynamiques positives, non ? Une volonté de valoriser ces territoires. Absolument. Il y a une vraie énergie portée par des acteurs locaux, des artistes, des intellectuels qui veulent changer les regards. Les Outre-mer, ce ne sont pas seulement des territoires en difficulté, ce sont aussi des lieux de création, d'innovation et de résistance. Donc on est un peu entre deux mouvements. D'un côté, une forme de déclassement et de l'autre, une revalorisation portée de l'intérieur. C'est exactement ça. C'est ce tiraillement qui rend la situation complexe, mais aussi pleine de potentiel. Les Outre-mer posent des questions essentielles sur la place de chacun dans la République, sur la diversité des histoires, des cultures et des mémoires. Dans les prochains épisodes, nous irons explorer ces différentes facettes plus en détail. Le rôle militaire des Outre-mer, le nucléaire, la ZEE,
la mondialisation et même la conquête spatiale. Rendez-vous très vite pour l'épisode 1, les Outre-mer et les enjeux militaires.